Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Le budget pour l'exercice 2022, le projet de la loi des finances a été déclaré recevable par les députés nationaux après justement les réponses aux préoccupations des élus, les réponses fournies par Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mais les préoccupations du peuple sont réellement au centre de la gouvernance de ce gouvernement des guerriers. C'est la question qui, justement, turlupine la cervelle de beaucoup de Congolais. On dit qu'il faut relancer le secteur productif. On dit également qu'on va s'occuper du social des Congolais pour améliorer ses conditions de vie, mais avec quelle allocation, avec quelles ressources quand on refuse de réduire le train de vie des institutions, quand les ministres et même les députés nationaux refusent qu'on puisse justement couper la poire en deux ou diviser les émoluments, 50 chez le peuple, 50 pour eux. L'autre question qui nous intéresse dans ce numéro, c'est donc le village dit moderne, dont du voisin, les contours sans beaucoup de passion. On va également faire un clin d'œil à ce sujet. Claudel Chikamba était avec nous à ma gauche, à mon extrême gauche, la société civile Carlos Moupili, mais très piquant, par moments il démontre ses couleurs, qui par moments s'apparente à tel ou tel camp politique. À ma droite, c'est Nadine Makari, et c'est l'unique femme autour de ces tables, Fumuntoto Bassanga. Ah voilà, Bassanga. Lui, il est à mon extrême droite, en attendant donc l'envol qui vient de quitter le navire ou descendre du navire Union Sacrée, envol qui dit ne pas faire l'opposition comme les autres, il veut évoluer en solo. On ouvre ce débat avec la société civile. Je préfère qu'on commence par la société civile. Monsieur Moupili, vous avez suivi justement les grandes lignes de ces projections budgétaires pour l'exercice 2022, et il semble que vraiment 10 milliards, ça redonne de l'espoir à la lumière de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, ce qui est une bonne chose. Le Premier ministre met le cap sur la relance des secteurs productifs et l'amélioration du social, mais quand on regarde, le train de vie reste, les institutions, beaucoup de choses n'ont pas changé. Est-ce que vous avez l'espoir? Oui, merci, M. Fabien. C'est avec larmes que nous avons suivi la présentation de ces projets de la loi des finances. Et nous nous sommes dit encore que on espérait que l'année 2022, le pays va revenir à l'état où le président Félix l'a trouvé, parce que c'est ce que nous revendiquons aujourd'hui au président Félix, que Azongi Serabiso Congo na esika akutaka yango. Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Je reviens au sujet. Au sujet, oui. Alors, on croyait qu'avec l'actuel Premier ministre, comme il était de l'Union Sacrée et qu'on parlait de gouvernement de Warrior, la vision allait changer. Mais malheureusement, nous trouvons que les 10 milliards augmentés, c'est les milliards qui sont augmentés. C'est-à-dire, il y a à peu près 4 milliards qui seront bouffés dans les institutions et que vous trouvez qu'il y a même les dédoublements de dépenses. J'ai suivi une intervention brillante d'un député qui disait, au niveau de la primature, on a prévu le budget des ministres près du Premier ministre. Au niveau de chaque ministre d'État ou vice-premier ministre, vous trouvez qu'il y a 2 budgets. Les budgets comme vice-premier ministre et vous trouvez les budgets comme ministre. Cela veut dire qu'il va acheter encore les meubles comme vice-premier ministre et il va acheter encore des meubles et des télévisions comme ministre. Mais alors que lui-même, il va utiliser qu'un seul meuble. Donc, vous voyez, tout ça,
c'est pour laisser la population dans la souffrance. Et je vais dire une chose, M. Fabien. Ce n'est pas les chiffres qui peuvent donner sourire aux Congolais. J'ai toujours demandé aux grands économistes de ces pays qu'ils puissent nous démontrer comment, sous l'époque de Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, on avait un budget de 300 millions de dollars. Mais une recrue des temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila mangeait 3 fois par jour Soso et Mobimba. Mais un colonel, sous le budget de 5 milliards, il mange presque affamé et ou bien tige. Il y a des noms. Deuxième exemple, sous le budget de Mouzé Laurent Désiré Kabila de 300 millions de dollars, Mouzé subventionnait dans chaque achat de litres de carburant. Parce que le carburant sous Mouzé était à 0,5, 0,6 dollars. Ce qui fait que les 0,4, c'est le budget là, maigre de Mouzé, qui payait, qui subventionnait chaque achat de carburant. Sous Mouzé, la bière était moins de 0,5, 0,6 dollars. Même chose dans des pays voisins. Mais aujourd'hui, avec ce budget qu'on dit de 10 milliards, nous commençons déjà à subir la souffrance. À part RAM, on a augmenté 500 francs dans toute boisson, toute bouteille de boisson. Dans chaque secret que vous achetez, on a augmenté 500 francs. Dans chaque bière, on a augmenté 500 francs. Donc, le peuple va souffrir. Or, le peuple souffre, ce n'est pas parce que ça aura un contrepartie dans les investissements, parce qu'il n'y aura pas l'argent pour construire des routes, pour réhabiliter des routes, il n'y a pas l'argent pour payer les enseignants. Ce qui est grave, et ça je vais interpeller les professeurs d'université. Quand vous êtes dans des auditoires, vous êtes très intelligents, vous parlez toujours comme ça. Voilà ce que vous parlez aux étudiants. Un professeur en France, il ne peut pas envier un ministre. Mais vous, vous êtes professeur. Vous étiez dans les conseils des ministres. Qu'avez-vous fait? Aujourd'hui, vous êtes au Parlement. Vous êtes professeur d'université. Qu'est-ce que vous faites? Merci. Merci, Carlos. Le mandat politique est éphémère. Demain, vous allez vous retrouver encore en dépendant que des salaires du professeur. Et là, nous est pris encore de condamner l'État congolais. Alors, Carlos Mopili, merci pour cette première prise de parole. Mais vous oubliez ce qu'on paye lorsqu'on vous envoie un 20 000 francs par messagerie chez RTL, Vodacom, Africell, quoi encore, Orange. Qu'est-ce que vous donnez en contrepartie pour retirer? Même les messageries ordinaires ici par phonie, ça ne nous bouffait pas de l'argent comme ça. Pour retirer 20 000 francs, il faut laisser les plumes. Évidemment. Et combien? Jusqu'à 4 000 francs et tout ça. Vous n'en parlez pas, vous n'attaquez que RAM. Et il y a des millions de Congolais qui souffrent à ça. Alors, vous ne dénoncez pas ça, vous oubliez ça. Il y a un vol systématique à ce niveau des sociétés de téléphonie cellulaire, mais vous n'en parlez pas. Non, c'est la Banque centrale qui devrait protéger les cyberconsommateurs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Les projections budgétaires, est-ce que vous êtes dans les lamentations comme la société civile? Je ne suis pas dans les lamentations de M. Carlos, ce n'est pas la société civile, je suis à côté bel et bien de l'opposition. Quand vous entendez le langage, c'est pratiquement du méli-mélo, même s'il y a quand même des points que je partage avec lui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut remettre le pays dans l'état où le président Tshisekedi l'a trouvé en début 2019. Je ne suis pas d'accord avec lui. L'honnêteté voudrait dire, tout simplement, voudrait qu'on dise d'abord que l'année 2020 a été une année très très difficile pour le monde entier, où la croissance est nettement entrée beaucoup de pays sont entrés en récession. Et même en Afrique, subsaharienne, on a noté qu'il y a eu une grande récession au niveau de l'économie. C'est ainsi que même ici chez nous, en décembre déjà, l'ancien ministre des Finances, Sélé Yalagouli, parlait en décembre déjà sur une prévision des recettes estimées à 13 milliards de francs congolais, 13 000 milliards de francs congolais. On avait mobilisé qu'autour plus ou moins de 2 milliards de dollars américains. Et donc, vous notez qu'on n'arrivait pas pratiquement à mobiliser beaucoup d'argent. Mais avec l'arrivée de l'actuel Premier ministre, Samalou Konde Kyenge, et avec les méthodes qui ont été utilisées, notamment avec tout ce qui a été donné comme pression et moyens de contraintes aux différentes régies financières grâce à l'IGF,
On a noté qu'en octobre dernier, octobre 2021, donc on est arrivé largement en deçà de prévisions, avec notamment de recettes de plus de 10 milliards de francs congolais. Disons qu'on ne peut pas dire ici que ce ne sont pas les chiffres qui vont améliorer la vie. C'est faux. Les budgets, c'est la vision du gouvernement de la République chiffrée. Qu'est-ce que le gouvernement voudrait faire? Rapidement, lorsqu'on jette un coup d'œil aux chiffres, on note qu'il y a une volonté qui est clairement exprimée. Vous partez... La volonté seule suffit-elle? Justement, c'est la vision du gouvernement exprimée en termes de chiffres. On ne doit pas se leurrer, on doit dire aux gens les choses telles qu'elles sont. L'année dernière, vous aviez un budget de plus ou moins 14 000 milliards de francs congolais. Et aujourd'hui, vous avez un budget de 20 000 milliards 700 millions de francs congolais. Ça veut dire qu'il y a un accroissement de 41%. C'est une volonté de dire qu'il faut aller de l'avant, malgré que nous sortons de grands effets de la Covid-19 sur notre économie, malgré que nous sortons des grands effets de la Covid-19 sur toute l'économie subsaharienne. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui analyser le budget en le sortant du cadre et du contexte économique à la fois mondial et africain. Et donc, il faut tenir compte de tous ces aspects qui sont très très importants. Alors, vous lui avez posé une question très importante aujourd'hui par rapport notamment à la répartition du budget. Il parle des dotations qui sont données vaille que vaille. Moi, je peux lui dire que les dotations ne sont pas données vaille que vaille. Il faut analyser les budgets rubrique par rubrique. Si vous regardez la rubrique aujourd'hui qui semble être pratiquement, qui fait polémique pratiquement, la rubrique notamment de l'Assemblée nationale, vous êtes à 200 millions de dollars américains attribués à l'Assemblée nationale. Et par rapport aux autres rubriques, par exemple, lorsque vous prenez la défense et la sécurité, vous êtes autour de plus ou moins 8%. Ça veut dire 400 millions pour, à peu près 400 millions pour l'armée et 400 millions pour la police. Est-ce que c'est suffisant? 400 millions pour l'armée? Nous voulons que cette armée soit attrayante et que nos enfants, nos jeunes frères, nous tous, qu'on soit tentés après les études de rejoindre l'armée parce qu'on doit sécuriser notre pays. C'est insuffisant. Gratuité de l'enseignement. C'est insuffisant, mais c'est nettement en progression par rapport à l'année dernière. De 22% sur le budget de la défense et de 35% sur le budget de la police. On note donc qu'il y a une réelle volonté. Parce que lorsque maintenant vous prenez les budgets chiffre par chiffre et rubrique par rubrique, il y a les rémunérations des militaires qui sont en nette progression. Vous avez la construction des casernes à Kitona et à Kamina. Vous avez également la construction et la réhabilitation de diverses structures. Vous avez également beaucoup d'éléments qui sont également pris en compte. Et donc aujourd'hui, nous devons éviter le populisme, dire à la population des phrases que la population voudrait entendre, alors qu'aujourd'hui, l'on note qu'il y a beaucoup d'avancées. Le budget d'investissement. Aujourd'hui, nous savons 23% du budget d'investissement. Ça veut dire que le gouvernement de la République va devoir investir sur ressources propres de l'argent pour notamment construire, que ce soit des infrastructures dans l'arrière-pays, que ce soit aussi des activités qui vont nous permettre de démontrer que le pays avance. Voilà. Nadine Makary, c'est votre tour maintenant. Vous avez suivi les deux précédents, mais vous aviez également eu le temps de suivre le Premier ministre dans la présentation des grandes lignes de ses prévisions budgétaires, sans oublier qu'on nous a dit que les budgets, ça signifie un ensemble vide. Alors, vous avez une réaction, vous nous revenez après la première prestation qui était saluée par beaucoup de téléspectateurs. Merci. Alors, Bakary B. Alors, nous avons massacré, oui, monsieur le réalisateur, toutes nos excuses. Nous avons massacré, c'est Bakary et non Makary. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que je tiens à réagir peut-être à plusieurs niveaux. Je vais commencer par le sujet de façon générale. Je pense que le budget pour l'exercice 2022 est de façon générale ou bien de façon externe assez plaisant. Il est sympa. On a eu une augmentation de presque 30% de ce qui était pour l'exercice budgétaire de l'année passée. Mais ma question est de savoir en fait, tous ces fonds viendraient d'où? Premièrement, quel est le taux de décaissement qui a été enregistré pour l'exercice 2021? Parce que c'est bien beau de prévoir des chiffres, mais ensuite, si le taux de décaissement est faible et si les priorités ne sont pas mises en exergue, si on achète des Jeeps
plutôt que de favoriser les conditions des enseignants, voilà, au bout d'un moment, il y aura un problème, selon moi. Donc c'est vrai qu'il y a une amélioration. Vous faites allusion aux 20 jeeps qui viennent d'être achetés pour renforcer les, comment on appelle, les cortèges. Je fais allusion à toutes les jeeps qui ont été achetées en priorité face au salaire des enseignants et aux conditions de nos élèves et de nos enfants, donc de façon générale. Alors voilà, je tiens quand même à mettre un point par rapport au taux de décaissement de façon générale, parce que les chiffres c'est bien, les nombres c'est joli, mais après qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on priorise donc le décaissement des fonds alliés à l'exercice du budget d'investissement. Ensuite, j'aimerais revenir un petit peu sur la déclaration de notre ami Claudel qui parle de l'amélioration de la rémunération des militaires. En effet, c'est vrai. En termes de francs, il y a eu une augmentation. Mais quel est le taux d'application? Pour pouvoir parler d'une amélioration, il faut peut-être parler d'un taux de conversion avec une monnaie, face à une monnaie qui fluctue. Qu'en est-il? Je reprends les propos de notre ami de la société civile colorée, entre guillemets, puisqu'on a dit que vous étiez coloré, je ne vois pas pourquoi. Alors, moi, ce que j'ai dit, ça m'engage, ce sont des pics pour provoquer un peu mes invités. Oui, je repique. N'en profitez pas. N'en profitez pas. Donc, voilà. Donc, je parle, par exemple, de ce billet de $100 qui était payé à l'époque aux soldats et aux recrues, qui était repris également sous Kabila. Mais quel est le taux d'application de cet argent, de ce salaire? Que représentait $100 à l'époque? Que représente $100 au début, aujourd'hui? Donc il faut peut-être faire des déclarations en prenant en compte ce problème de taux de change aussi et de pouvoir d'achat de façon générale qui a dégringolé depuis les 2 ou 3 dernières années. Hein. Donc là, j'aimerais aussi vous répondre quant à ceux quand vous dites qu'il ne faudrait pas donner à la population des mots, des paroles ou des phrases qu'elles veulent entendre juste pour avoir un discours populiste. En effet, je suis contre les discours populistes et la démagogie, mais aussi contre la démagogie. Donc il faut vraiment revenir sur ce que la population vit et ne pas insulter la souffrance des citoyens congolais au jour d'aujourd'hui. Vous avez parlé de 23% du budget d'investissement. J'aimerais bien qu'on en débatte davantage. Merci. Alors, vous dites la sympathie dans les projections budgétaires, ça signifie quoi? Un terme de politesse pour ne pas dire les choses qui choquent? Non, pas du tout. Un budget sympathique. Oui, moi je suis néophyte en la matière, je ne connais pas les chiffres, j'ai un nouveau président de la République depuis quelques années. À l'époque du président précédent, on avait un budget qui ne dépassait pas les 4 milliards de dollars, donc par rapport peut-être aux prévisions, au manque de vision ou autre chose. Et puis boum, j'arrive 2 ans après avec un budget à 10 milliards. Donc mon président de la République est un super président et tout se passe super bien. Je suis néophyte en la matière, je ne comprends pas ce qu'il en est. Donc c'est sympa, c'est alléchant, ça montre en fait... ce serait un indicateur ou un indice de développement ou d'amélioration. Mais qu'en est-il du taux de décaissement? C'est pour ça que je dis, voilà, vous avez des prévisions, mais... Merci. Bakary. Fumutoto. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut que nous puissions chaque fois vouloir entrer dans les débats politiques. Les budgets, c'est quoi? C'est un tableau prévisionnel des recettes en amont et en aval. Et le vrai débat, c'est celui de savoir. Il y a eu toujours un décalage entre les taux de prétention de mobilisation et les taux de mobilisation à la fin de chaque année. Sous Kabila, le taux de mobilisation est autour de 60 à 70%. Ce qui revient à dire que le budget, ce n'est pas l'argent. C'est la prétention de savoir d'où est-ce qu'on peut avoir l'argent pour couvrir quelle charge d'État. Troisième élément, il y a le coulage des recettes, la concussion, la gabegie, les détournements. Ça signifie que même s'il y a accroissement de ce budget-là, le vrai débat politique aujourd'hui, on doit dire, oui, il y a accroissement de 41%. C'est un acquis. Bravo au gouvernement de l'Union sacrée. Maintenant, comment contourner le coulage des recettes, les détournements et autres moyens qui font perdre au peuple le moyen de sa survie? Est-ce que maintenant, là, c'est le débat, vous avez des patrouilles financières importantes
chez Alinguete et son équipe. Justement. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis coordonnateur national des acquis de l'autorité. Tout ce qui est bien fait, même en essaye par nos autorités, doivent être supportés, acceptés, témoignés par tous les Congolais. Maître Carlos Moupili, il vous souviendra que le gouvernement, le premier ministre du Palou, Mouzitu Izenga, sont le premier à aligner le pays à l'ordre des milliards. 1 milliard, ça a commencé avec Joseph Kabila. Avant Joseph Kabila, c'était moins d'1 milliard. Et il vous souviendra que c'est Félix Tshisekedi qui est le premier à nous inscrire à l'ordre des 10 milliards. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que Tshisekedi nous remette à l'état où il a trouvé le pays, alors que les réserves d'échange de 18 années étaient 1 milliard 200 millions, et qu'avec Tshisekedi, avec un gouvernement de moins de 10 mois, nous avons les réserves d'échange de plus de 3 milliards et demi. Vous êtes professeur d'université, vous dites nous devons revenir. Il n'est pas encore professeur, il faut qu'on dise les choses. Il est doctorat pour moi s'il a déjà une thèse. Je pense que je me contredis. Non, la science sera jalouse. Merci, enseignant. C'est un chef d'État. Non, vous dites qu'on doit nous remettre à l'état où on nous a trouvés avec 18 ans, réserve d'échange, 1 milliard 200 millions. C'est très grave. Vous regardez Moupili dans ce qu'il a dit là. Donc, on fait le débat de thèse et antithèse. L'État se construit dans la durée. Il y a les acquis de Joseph Kabila qu'il faut pérenniser. Et il y a les acquis de Félix Tshisekedi. Et je vais parler des acquis de ce budget. Et quand je dis les acquis de ce budget, ça dit les évidences de progression indéniables. Le premier ministre Sama Lukonde est le premier de se distinguer en matière de respect des temps, d'avoir déposé le budget au moment attendu. Est-ce que vraiment c'est ça le débat? Mais parce que le débat, le délai est constitutionnel. Je relance le débat. Budget 2022. J'arrive. Je suis là pour recadrer. Non, les paysans de Sankourou là. Attendez. C'est encore le Je suis là pour recadrer. Parler de la population, c'est de faire du populisme. Mais si on est une classe dirigeante, s'il vous plaît, on est une classe dirigeante, on dirige pour la population. C'est Fumutoto qui a la parole. Budget 2022, les préoccupations du peuple. S'il vous plaît, vous êtes mon assistant. Les préoccupations du peuple au centre de la gouvernance, c'est la question. Nous rentrons dans le peuple, c'est d'abord sa constitution. Et le budget, c'est la loi de finances. Et le délai est constitutionnel. S'il vous plaît, je n'ai pas parlé quand les autres parlaient. C'est un acquis. 2. Taux de croissance de 41% par rapport au budget de l'exercice précédent. C'est un acquis de l'autorité indéniable. 3e élément, un budget pro-social. Parce que des montants colossaux alloués à l'éducation, à la santé, à l'agriculture. Je voudrais que quelqu'un me raconte en disant que les montants alloués à l'agriculture n'entrent pas dans le cadre du budget d'investissement. Je voudrais qu'on me dise que le budget alloué à la sécurité doit être réduit parce qu'on doit réduire les trains de vie des institutions. Je voudrais qu'on me dise si on confond les institutions et les salaires des mandataires. Non, au Congo, on ne peut pas réduire les trains de vie des institutions parce que notre armée manque les équipements qu'il faut pour faire face à tout ce que nous avons comme problème. Mais pourquoi les chantres du peuple d'abord ont fait remarquer que ce budget, en principe, fait la part belle aux institutions qui sont budgétivores avec leur train de vie et n'allouent pas suffisamment de moyens au secteur de l'éducation, surtout pour soutenir la gratuité, non, mais je dis et même l'armée. Je ne dis pas que le budget là est parfait, mais un tableau comparatif par rapport au budget précédent, il y a des acquis qu'il faut relever ici. Le montant loué à l'éducation les années passées, c'était combien? Est-ce que cette année c'est moins ou c'est plus? On doit d'abord tout en vouloir. La comparaison n'est pas toujours raison. Mais non, mais le bilan c'est quoi en économie? Il faut toujours des tableaux de comparaison.
Parce que quand Mopili nous dit qu'il y avait un paradis dans le passé et que Félix nous a fait sortir de ces paradis, qu'il faut nous faire revenir dans le paradis, il fait la comparaison. Merci. Je le raconte, je chute, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît. Non. Alors, je termine en disant seulement ceci. On ne peut pas réduire le trait de vie des institutions. On ne peut pas réduire les salaires des députés comme si l'argent des autres, des uns était dans les salaires des autres. Oui. On doit plutôt maîtriser l'assiette fiscale et créer d'autres ressources d'État sur le plan interne et international. Ramazani. C'est ça le débat. Ramazani, c'est à vous la parole maintenant. Merci de nous rejoindre avec retard. Merci beaucoup Fabien pour l'invitation et je salue les co-débatteurs sur le plateau ainsi que le nombreux téléspectateurs qui nous regardent à cet instant. Merci beaucoup Madame Bakary. J'ai suivi mes co-débatteurs parler des chiffres, c'est très bien. Je crois qu'il faut saluer les efforts du gouvernement dans le cadre de la mobilisation de recettes et l'ambition qu'il nous lance dans le cadre de cette prévision budgétaire. Un taux d'accroissement de 41%, c'est à féliciter. Il ne faudrait pas qu'on puisse se tourner le pouce pour le dire. Mais que cependant, il y a de vrais problèmes. Il y a de vrais problèmes lorsque j'écoute des chiffres, parce que j'ai écouté Fumototo aussi parler des chiffres, du point de vue de pourcentage d'augmentation, tant au niveau de l'agriculture qu'au niveau des investissements. Je tiens ici à rappeler que le budget 2018, je me souviendrai toujours de ça, parce qu'on a fait un travail comparatif quant à ceux au niveau de mon parti. Le taux pour l'investissement prévu dans le budget 2018 était à 12%. Mais que lorsqu'on a fait la réduction de compte, cela a été exécuté à 0, si je ne me trompe pas, 5%. 0,5%. Il y a une chose de prévoir, il en est une autre d'exécuter. Mais cependant, lorsque vous analysez ces budgets, je vous salue même parce que vous avez fait allusion à cela, vous allez constater que le budget donne une part belle au fonctionnement des institutions et qui du reste a été fustigé par le président AI de l'IDPS qui propose une solution comme quoi et qu'il fallait penser à la réduction du train de vie des institutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il essaye de faire un rétropédalage par rapport à ce qu'il avait dit lors de débats sur le règlement d'ordre intérieur, au moment où l'envol avait proposé c'est du la populisme. réduction. Est-ce qu'il y a du réalisme dans ce que Kabound a proposé? Je salue d'abord ce rétropédalage qu'il vient de faire, en reconnaissant la position rationnelle que l'envol avait fait en 2019 lors de l'ouverture de cette législature. On avait fait cette proposition de réduire le train de vie de l'État. Mais lorsqu'on parle à chaque fois de réduction du train de vie de l'État, nous, l'envol, on a tendance à croire que l'on prend la réduction du train de vie de l'État comme une solution conjoncturelle. Pourtant, pour nous, il s'agit d'une solution structurelle. Nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Et lorsque nous disons réduction du train de vie de l'État, il faut voir l'institution, dans ce réforme que nous proposons, comme la réduction du train de vie des institutions, comme une branche de cette réforme. Il faut toucher tout le compartiment de l'État en vue de permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens pour investir dans le secteur producteur des richesses. Tant que l'État ne va pas investir, cela ne lui permettra pas d'avoir le moyen pour supporter de grandes politiques publiques à saluer comme la gratuité de l'enseignement. C'est un luxe pour un État. Pour qu'un État se paye de la gratuité, l'État doit se donner le moyen. Mais que malheureusement, lorsque vous regardez ce budget donne plus d'importance aux institutions et que Dieu merci pour l'envol, ce n'est pas l'envol de l'opposition qui le fustige, c'est le président AI du parti au pouvoir qui le dit et qui le demande. Donc pour nous aujourd'hui, il faudrait travailler sur la question de réduction du train de vie de l'État en vue de changer la manière d'engager les dépenses publiques. Merci. Carlos Mopili, deuxième, je dirais la seconde prise de parole, du moins pour cette première thématique. N'oubliez pas que le voisin nous fait des yeux doux en nous proposant un village moderne. À quoi ça va ressembler? Pour quelles raisons maintenant? D'abord, les budgets, votre deuxième intervention. Merci. Suivez les autres, s'il vous plaît. Je devais faire cette lessive intellectuelle. D'abord, je voulais dire à mon frère Claudel de l'AFDC de Néné Nkoulou que... Non, c'est pas le moment. Allons droit au but. Non. Il peut y aller, c'est ça. Allez-y.
que tel qui définit d'abord le budget, ce n'est pas ça. Pour tout celui qui a étudié les cours de finances publiques ou les cours d'élaboration et exécution des budgets, le budget n'a jamais été une vision, mais plutôt un projet. Alors, et le budget vient du mot latin bougar, qui signifie sac de voyage. Et c'est là où le budget se présente comme le miroir. À partir du budget, on peut directement apprécier l'État ou la vision de l'État dans tel domaine comme dans tel domaine. Des priorités de l'État dans tel... Laisse-moi parler. Parce que les budgets comme sac de voyage, on sait déjà ce que l'on fait, ce que l'on prévoit, ce que l'on planifie pour son pays pour l'année 2022. Et là, vous avez parlé de solde amélioré des militaires. Cher ami, je vais vous dire une chose. Madame a posé un problème sur les $100 à l'époque qui touchait un Kadogo. À l'époque, quand Kadogo touchait $100, les loyers mensuels à Bandal, chambre et salon étaient à $10. Donc les $100 de Kadogo étaient équivalents à $1000 d'aujourd'hui. Et tout le monde touchait les $100, depuis les généraux jusqu'en bas. Et les ministres de musées n'étaient pas des millionnaires. Les femmes des ministres de musées ne distribuaient pas l'argent comme les épouses des ministres d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vient au cabinet sans dentifrice, mais après 2 mois, l'épouse commence à distribuer l'argent, à payer. Non, les fonctionnaires n'ont pas besoin des épouses des autorités qui payent les factures de maternité. Non, c'est humilier les parents, les fonctionnaires. C'est que nous, les fonctionnaires, nous avons besoin que nous soyons mécanisés et que nous soyons payés conformément à l'article 36 de la Constitution qui est clair. Il faut que les salaires soient décents, les salaires qui honorent la dignité humaine. C'est ça l'article 36 de la Constitution. Donc ce budget directement même à la Cour constitutionnelle peut être attaqué. Deuxième chose, lorsque nous parlons de budget d'investissement, cela veut dire quoi? Je vais parler comme un enseignant à des termes simples. Cela veut dire, vous recevez votre décompte final. Ou vous avez vendu la maison, vous vous distribuez l'argent. Vous prenez votre argent, vous allez acheter une Jeep Prado de $60 000. Mais l'autre dit non, non, moi j'achète un bus DC7. Le bus de DC7, c'est ce qu'on appelle budget d'investissement. C'est que le bus la DC7 va faire les transports et va produire les recettes. Et si on économise bien, on gère bien les recettes, on peut acheter maintenant plus tard une Jeep Prado. Mais celui qui a acheté une Jeep Prado, lui va commencer à faire des dépenses et des défenses. Parce que c'est un investissement de luxe. C'est ça maintenant ce qu'on parle de budget dans le train de vie des institutions. Parce que cet argent ne va pas produire. Mais une fois si on prenait cet argent et que l'on amenait cet argent, on s'est dit, le Congo c'est le premier poumon mondial sur le plan environnemental. On investit là. Ça va nous ramener de milliards. On prend cet argent. Nous avons 80 millions d'hectares terres arables. Mais nous exploitons que 15% avec une agriculture non mécanisée. Nous avons le lac le plus poissonné du monde. Mais on a amené 27 millions de dollars pour chercher des Thomson en Namibie. Pourtant, on pouvait acheter des bateaux de pêche. Troisièmement, on a des mines ici. Scandale géologique. Uranium, cobalt, diamant, or, cuivre. Chikamba. Sur le plan touristique, pourquoi ne pas investir dans les sites touristiques? Vous savez, vous savez aujourd'hui, je termine par là. Je chute par là. Vous savez là où Lumumba et Kimbangu étaient emprisonnés, là où on les a assassinés, c'est des milliers touristiques, mais on ne sait pas exploiter ça. Sur le plan de fiscalité, aujourd'hui, il faut être illettré en fiscalité pour dire que les Congolais n'ont pas la culture fiscale. Parce que tout Congolais paye aujourd'hui l'impôt à travers la TVA. Soit 60 millions de Congolais.
Mais messieurs, si vous achetez les crédits, vous payez la TVA. Vous Claudel, achetez l'eau, vous Claudel, payez la TVA. si nous vous achetez les sécurité, vous payez la TVA. Nous écoutons Alors, cet argent l'enseignant, on risque de tout ramasser maintenant. Il y a des défis à relever. Merci mais beaucoup. les défis Vous avez raison. 9% de la population qui a l'accès à l'électricité. S'il vous plaît. 28% seulement des S'il vous Congolais. plaît, monsieur l'enseignant. Merci beaucoup. Même à 85% des jeunes en chômage. Merci Vous allez former des gens indisciplinés ou quoi? Merci beaucoup pour la parole. Oui. Je regrette quand même qu'on nous dise qu'il faut être illettré pour penser que les Congolais n'ont pas la culture de l'identité. Mais je vous informe que les récentes statistiques démontrent que nous n'avons que 2000 comptes fiscaux. Et sur les 2000 comptes fiscaux, il faut en déduire les grandes entreprises qui sont enregistrées à la DGE. Vous restez avec quelques entreprises et les Congolais sont de moins en moins à avoir un compte fiscal. Allez vous renseigner à la DGI, on vous donnera les chiffres. J'ai noté qu'il y a eu du méli-mélo. Vous prenez par ici, vous prenez par là. Vous avez parlé du budget d'investissement, mais vous ne l'avez pas rencontré nos préoccupations ici. Ici, on vous dit que M. Sama Lukonde a mis 23% de son budget, affecté cela à des projets d'investissement. Et que cela est nettement supérieur aux 22% qui sont affectés au fonctionnement des institutions. Et donc, les 22% qui sont affectés au fonctionnement des institutions sont inférieurs aux 23% affectés aux investissements. Et en affectant cela aux investissements, bien sûr, là je conviens avec vous que ce sont des projets qui demain vont générer de la richesse. Le budget de l'année dernière, ici on nous a parlé par rapport, là je rejoins notre ami d'Envol, on prévoit, mais au niveau de l'exécution, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment mobilisé. Mais écoutez, avec le gouvernement Sama Lukonde, les choses ont changé. Parce que l'année dernière, on prévoyait d'arriver en termes de recettes à 9 000 milliards de francs congolais. Mais en octobre, on était déjà à 10 000 milliards et on a été obligé de faire un collectif budgétaire pour la loi pour la rectification plutôt du budget de l'année dernière. Donc on note qu'on a progressé largement. On prévoyait d'arriver à 9 000 milliards, à mobiliser 9 000 milliards pour l'année 2021. On a mobilisé à octobre 2021, plutôt jusqu'à 2020, on devait mobiliser 9 000 milliards, mais à octobre 2021, on a mobilisé plus de 10 000 milliards. Donc on note qu'on a même dépassé largement ce qui était prévu pour l'année dernière. Et donc, ce gouvernement, on peut y croire qu'avec le leadership du Premier ministre, bien sûr, sous l'impulsion du chef de l'État, on peut aller au-delà pour l'année prochaine sur les prévisions qui sont prévues, qui sont plutôt envisagées. Je n'ai pas dit ici que les militaires on a déjà amélioré la situation des militaires, mais le Premier ministre a été réaliste en disant qu'avec ses prévisions pour l'année prochaine, il prévoit un budget d'accroissement pour la défense de 22% et pour la sécurité de 34% pour que les salaires des militaires soient un temps soit peu améliorés. Pourquoi? Et là, je conviens. Mais bien sûr, c'est la situation globale du budget qui demande cela. Mais maintenant, je termine. Et les députés, mais je termine tout de même parce que je ne vais pas monopoliser la parole. La thèse de Kanyama n'a rien à voir ici. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je termine en disant ceci. Je vous pose la question. La construction des casernes, est-ce que c'est une priorité quand on sait que la solde elle-même ne donne pas assez de motivation? On va au front, mais on laisse les enfants et madame en train de pleurer. Et quand on est là, il y a des officiers supérieurs qui sont dans la suffisance. Et qui vivent pour certains dans un luxe déconcertant. Et on voit la majorité des militaires en train de souffrir d'autres fronts. Est-ce que la construction des casernes, c'est ça la priorité? Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que ma tête a fait autrefois, la construction de stades municipaux qui n'apportent rien à notre jeunesse aujourd'hui, au lieu des bibliothèques communales, par exemple? Je peux y aller? Oui. Je conviens avec vous que la construction des casernes est aussi une des priorités, parce que les militaires ne peuvent pas dormir dehors. Ils doivent dormir dans un bon cadre de vie. Et eux-mêmes, les militaires, sont conscients de cela. Maintenant, je peux ventiler avec vous de manière un peu rapide pour qu'on comprenne bien l'intention de ceux qui nous suivent, comment est réparti le budget de la défense. Vous avez l'appui au programme de réforme de l'armée, plutôt, 3 500 000 $ américains. Les infrastructures du secteur de la défense, 70 millions de dollars américains. Et puis, la consommation réelle du service et le recrutement de nouvelles recrues, vous êtes à 200 millions de dollars américains.
Et puis, en plus de cela, vous avez également une autre dotation, maintenant, qui est pour les rémunérations, bien sûr, de l'armée, ainsi que du cabinet du ministère de la Défense. Ça, c'est le budget pour le ministère de la Défense. Il y a aussi un autre budget pour les anciens combattants, parce que c'est un ministère qui est constitué de 2 départements. Alors, en dehors de cela, dans ces budgets, il n'y est pas compris le budget de la construction plutôt de casernes, parce que la construction des casernes et autres est dans une autre rubrique. Mais maintenant, j'en conviens avec vous qu'aujourd'hui, il faut réellement se battre, et même le Premier ministre l'a dit, qu'avec la sagesse des députés, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble de commun accord, notamment pour améliorer la situation de aussi bien de nos forces armées que de la police. Mais je voulais terminer par un élément assez important, sans vouloir avoir des prétentions ici. C'est que je note qu'on y va quand même d'une manière globalisante et qui pourrait nous poser préjudice aujourd'hui. Le budget consacré au fonctionnement des institutions est situé autour de 2000 milliards de francs congolais, ventilés comme quoi exactement? Dans ces 2000 milliards de francs congolais, quand on parle de fonctionnement des institutions, c'est réparti en 4 rubriques. Vous avez là-dedans le paiement d'abord des charges communes, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme dette de l'État pour les paiements de l'eau, pour les paiements de l'électricité, l'État va payer là-dedans. Lorsque on parle du budget, du budget d'investissement, lorsqu'on parle du budget de fonctionnement, la dette intérieure, si vous permettez, est-ce qu'il est prévu le paiement de la dette intérieure? Il est prévu. Vous avez payé la dette extérieure, c'est prévu. Mais les Congolais, vous leur devez. Comment vous allez former des millionnaires? C'est prévu dans le budget. On n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir aller rubrique et sous-rubrique par sous-rubrique. Mais je voulais simplement vous dire que lorsque vous allez également dans le budget de fonctionnement des institutions, vous retrouvez encore une rubrique importante, c'est la 3e, qui est consacrée notamment au fonctionnement des services déconcentrés. C'est là qu'intervient la cohérence avec le programme des 145 territoires. Il est prévu dans ce programme-là la prise en compte de la construction de bureaux administratifs pour les 145 territoires, parce qu'aujourd'hui vous avez des territoires où les gens, Sama a hérité cela, Tshisekedi a hérité cela, où les gens sont pratiquement, ne sont pas logés, l'administrateur du territoire n'est pas donc dans les conditions qu'il faut. Vous avez également là-dedans le problème du fonctionnement des ministères. J'aimerais ici préciser que l'État congolais, c'est le plus grand employeur de la République. Et donc, en étant le plus grand employeur de la République, l'État congolais est aussi l'une des entités qui éprouve les plus grandes difficultés. Est-ce que vous savez, parce qu'on présente les gens comme étant les gens qui travaillent pour le gouvernement, sont les gens qui sont mieux lotis. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien touche un directeur de cabinet? Il touche tout au plus 3 millions de francs congolais, que ce soit le salaire de base et le complément. Un conseil de ministre aujourd'hui touche combien? 2 millions de francs congolais, 950 000 francs pour le salaire de base et 1 50 000 francs pour les compléments. Et donc aujourd'hui, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge, en confectionnant ce budget, a voulu beaucoup plus tabler sur les impératifs d'amélioration de la situation des fonctionnaires et des agents publics de l'État, mais aussi sur les impératifs d'équilibrage, de réduction du train de déficit de l'État qu'il faut rééquilibrer, bien sûr. Alors, parce que vous parlez de ce que touche le directeur de cabinet, un conseiller, on sent qu'il y a un véritable sacrifice par rapport à ce que touchaient leurs collègues, leurs frères à l'époque. J'en sais quelque chose. Mais vous êtes passé par l'emploi, vous en savez quelque chose. Ailleurs, les gens, pour travailler chez l'État, ils pensent que c'est de la honte, c'est une humiliation. Alors, il n'y a pas encore l'entrepreneuriat qui fait la loi ici. Madame Bakari, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. En fait, j'aimerais un petit peu revenir sur ce que notre ami Claudel a dit. Vous parlez des salaires que touchent les membres d'un cabinet. Je suis directeur de cabinet d'un ministre en province. En effet, les salaires de directeurs de cabinet et autres membres de cabinet en province sont ridicules. On va dire les choses vraiment sérieusement. Certains de nos collègues, suite à l'impaiement et même avec les salaires, sont catégorisés dans les indigents, malheureusement. Aujourd'hui, c'est la situation que nous sommes en train d'encourir. Nous avons été même obligés de pouvoir mettre en place un système de prestations, je ne vais pas dire saisonnières, mais tour à tour, puisque finalement, mes collaborateurs n'ont même plus d'argent pour pouvoir revenir au travail. Okay. Mais combien touche un ministre?
Vous avez une réponse rapide? Combien Bien sûr, touche un j'ai- député? j'ai- Excusez-moi, en fait, j'attends pas à ce que vous répondiez puisque nous connaissons la réponse. Je vous dis que je suis directeur de cabinet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment ils construisent des C'est immeubles Bakary qui a la Donc, parole. en fait, c'est Bakary. quand on fait Bakary a posé la question, Quand on mais c'est fait pas un pour qu'on point- y réponde maintenant. quand Madame, on vous fait avez un besoin de la point- réponse? Non, puisque je la connais en tant Ouais, que chef de donnez cabinet. ça. Le Cabinet, ministère national? provincial, national. Provincial. je suis directeur de cabinet notamment. Ouais. En dehors de... Et donc voilà, quand on met le point en fait, ou quand on s'indigne par rapport au salaire, ou par rapport au train de vie des institutions, etc., en réalité, on ne regarde pas les collaborateurs. On parle des chefs, on parle des têtes, et c'est là où il y a un petit problème. C'est là où il y a un petit, je veux dire même un grand problème. C'est là où ça devient même scandaleux par rapport à la qualité du travail. Bon, moi, mon ministre travaille très bien, d'ailleurs, je la salue en passant, mais c'est peut-être pas pareil pour les autres. Vous craignez les réprimandes? Ah non, pas du tout. Je suis un super bon directeur de cabinet. Mon ministre m'adore, donc il n'y a pas de problème. C'est bon, Oui, oui. alors Mais vous je parle, gardez les vous comprenez ce que je veux dire. portraits Donc, pour que ce d'autres soit occasions. au niveau des directeurs généraux, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau des têtes de ces institutions, il y a un petit problème parce que les salaires ne sont pas représentatifs de ce qu'est la population. Et c'est là où il y a un souci. Donc, n'allez pas toucher en fait au salaire des collaborateurs qui sont déjà ridicules et ahurissants. Mais on va peut-être essayer de remodeler ou de réfléchir honnêtement, puisqu'on est là, on est supposé travailler pour la population, on va essayer honnêtement d'essayer de remodeler certains salaires pour que cela reflète un petit peu plus ce que devrait être le visage de notre pays. Ensuite, je vais rebondir un petit peu quant au dépassement de la mobilisation des fonds. Oui, mais en fait, ce dépassement de la mobilisation des fonds a été alloué à l'amélioration urgente de quoi? Puisqu'on est en plein état de siège, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent subsidiaire qui a été mobilisé en surplus? Et qu'est-ce que ça nous permet de faire finalement? Puisqu'en fait, il n'y a pas de retentissement. Je suis un petit peu scandalisée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a plus mobilisé, mais la vie des Congolais n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé. La vie de ceux qui travaillent. Et je n'ai pas entendu parler d'un projet ou bien de la gestion urgente, puisque nous avons de nombreuses urgences et catastrophes en RDC en ce moment. Je n'ai pas entendu, en tout cas, parler du surplus de ce mobilisation qui serait alloué à la gestion d'une urgence ou d'une catastrophe. Je suis désolée, bon, il y a toujours un problème de priorité. Même quand on fait bien les choses, il est toujours bon de prioriser les choses. Je vais réagir un petit peu à ce que mon grand frère Fumo disait par rapport au budget loué à l'agriculture. Alors c'est vrai, je reprends les mêmes arguments. Je dis que le nouveau budget ou le budget pour l'exercice 2022 est un budget qui est alléchant, c'est un budget qui est attrayant, c'est un budget qui est pro-sociétal, qui est pro-social. Je remets un gros coup de surligneur sur la façon dont ce budget sera écoulé dans les domaines qui sont l'agriculture. Quels sont les projets d'investissement proprement dit qui bénéficient à la population? Et je veux dire à grande échelle, puisque il y a un projet que je connais qui s'appelle Big Agro Business, qui fait de grandes choses, qui va vers l'industrialisation de l'agriculture en fait dans l'arrière-pays, en province, etc., au niveau de zones qui sont peu accessibles. Mais quel est, malgré son statut de direction générale, quel est le soutien qu'elle reçoit de l'État? Quels sont les projets véritables qui bénéficient à la population? Parce qu'on parle de chiffres, mais qu'est-ce qui est palpable? Est-ce que j'ai un degré de faim qui est réglé? Est-ce qu'il y a un indicateur favorable? Voilà, comment est-ce que c'est écoulé? Alors, Fumo Toto, vous avez suivi qu'il y a quelques petites questions, des réflexions que Madame Bakary lance justement sur ces tables du débat, mais vous allez y répondre. Mais permettez que je revienne sur cette préoccupation. On mobilise des recettes. Il y a des procès qui permettent au Trésor public de rentrer en possession de beaucoup d'argent, entre guillemets, détourné. Mais on remarque que davantage les guerriers, ils ont vraiment beaucoup leurs armes au front avec des flèches, alors que le peuple crie la faim, la soif. Il n'y a pas vraiment des signaux qu'ils sont sensibles. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les gens pensent qu'en politique, c'est l'État qui doit trouver toutes les réponses aux questions du peuple,
ou que le peuple ne va pas souffrir pour qu'il y ait développement, c'est seulement les institutions qui doivent travailler pour le peuple. C'est déjà mal parti. Pour que le pays se développe, il faut investir dans l'individu. C'est-à-dire un individu qui devient citoyen, il devient important parce qu'il ne demande pas d'abord ce que l'État doit à lui, mais ce qu'il doit à son pays. Mais justement, s'il vous plaît, parce que l'État lui-même a été créé par des individus. La bonne gouvernance a été créée par les individus. Si aujourd'hui le pays est malade, il est malade du point de vue anthropologique, culturel, organisationnel, c'est l'homme. Investissons dans l'homme congolais. Regardez, M. Carlos nous demande de rentrer dans le pays que Joseph Kabila avait bien laissé. Moi, j'ai été chargé d'études au ministère du Budget en 2014. J'ai recevais comme salaire direct $2 800. On peut vérifier. 2800 $2 chargé d'études. En francs congolais, ça donne... En dollars. Oui, ça donne... Je dis bien, on peut me retracer, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, vous dites, il faut réduire les traits de vie sous Tshisekedi, alors qu'on vient de nous révéler par madame qui est directrice de cabinet, oui, et puis mon frère Claudel, que le directeur du cabinet des ministres sous Tshisekedi reçoit combien? 3 millions de francs congolais. 3 millions de francs congolais, c'est-à-dire $1 500, alors que moi, chargé de tir sous Kabila, je recevais plus que le directeur du cabinet. Vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous tous, on était laissez-le, s'il vous plaît. Mais Carlos, j'étais aussi chargé de tir au ministère de l'Énergie. En 2013, sous Kabila, je recevais plus que $1 500. S'il vous plaît, vous pouvez aller vérifier, mon nom est là. C'est pour vous dire que si vous n'avez pas les yeux, même si les changements sont aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir. Parce que nous ne débattons pas des réalités d'État, nous débattons la haine d'État. Maintenant, vous allez demander qu'on réduise le trait de vie des institutions, pendant que madame vient de dire que certains de ses collègues ont séché les bureaux parce que le traitement ne vient pas. Alors, si sur le chômage là, en tant que travailleur, on réduit encore, c'est le néant. Quel est le débat? On doit réduire les salaires des ministres. Je vous informe que le ministre reçoit le salaire de base plus ou moins 12 millions de francs congolais. C'est combien? C'est $6 000. Est-ce que c'est beaucoup? Sans émolument, s'il vous plaît. Et oui, c'est énorme. C'est beaucoup. Alors, le ministre angolais reçoit combien? Est-ce que le Congo doit rester dans un débat d'un budget de 10 milliards ou bien on doit réfléchir, s'il vous plaît? Quel est le PIB de l'Angola? S'il vous plaît, j'arrive, madame. Je n'ai pas parlé quand vous étiez en train de parler. Mais oui, mais quand même. Monsieur Fabien, s'il vous plaît. Bon, mon frère de l'envol a parlé de taux de prévision et de taux d'exécution. Il a dit que pour l'investissement, là où c'était prévu 12%, exécuté 0%. La cause est politique. Lorsqu'on fait le budget, c'est la prévision sans tenir compte des aléas sociaux, économiques du pays. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Les autres ont le temps. Les autres ont le temps, s'il vous plaît. Je suis en train de chronométrer. S'il vous plaît. Terminez. Mais non. Les détournements, tout détournement dans la gestion ne se constitue pas une infraction. C'est-à-dire, à cause des aléas sociaux, économiques, par exemple, on peut désaffecter le crédit qui était alloué à tel secteur de l'État pour un autre. Ça ne constitue pas l'infraction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le budget de Sama Lukonde est pour la première fois depuis 2012 le budget de l'État. Il y a un document consolidé entre le budget du pouvoir central et le budget des provinces. C'est que nous avons manqué depuis 2012. Maintenant, lorsqu'on a déjà équilibré le budget, il faut encore citer que le budget est en équilibre des recettes en amont et en aval. Ce qu'on n'a pas voulu signaler. Enfin, je dis ceci. Madame sur l'agriculture, j'ai aimé votre façon de dire. C'est que vous avez reconnu quand même qu'il y a un accroissement. Il y a une prise en considération de ce secteur. Maintenant, vous posez la question des projets. Mais tout le monde, j'ai une fondation, je peux formuler un projet. L'État peut avoir un projet de société. Merci, mais l'investissement, contrairement à ce que... Je chute là. Oui. Je suis très sidéré de constater que Carlos a confondu l'investissement avec les affaires, les commerces, les business et les services publics de l'État. Quand on dit le budget alloué à l'investissement, ce n'est pas le commerce. L'exemple que tu as donné d'un bis qui va... Non, lorsque l'État construit les routes, c'est un service public de l'État. Lorsqu'il sécurise, c'est ça l'investissement. C'est très grave que tu dises des choses comme ça, comme si l'État... Tout État n'est pas commerçant. Merci. Le gouvernement socialiste n'est pas un gouvernement commerçant. De quoi nous parlons? Cette fois-ci, Mbosso a prouvé sa sagesse parce qu'il a terminé les débats dans le temps. Sama Lukonde a prouvé, le président de la République a innové. Maintenant, il faut des mesures d'humanité, des sanctions pour que le paix que nous avons puisse être bien. Rodrigue Ramazani.
nous allons chuter. On dira un petit mot sur le cadeau de l'offre du voisin. On ne va pas laisser ça, même en une minute. Oui. Oui, j'ai aimé l'intervention de Fumutoto lorsqu'il parle de la prévision et de l'exécution. Qu'est-ce que je voulais dire lorsque j'ai annoncé cette partie de mon argumentaire? Simplement, la prévision, elle est bonne. Mais le problème, c'est toujours dans l'exécution. Tout ce qu'on a cité ici, tous les secteurs cités, l'agriculture, l'investissement et tant d'autres, ont toujours bénéficié auprès de plusieurs gouvernements qui sont passés de taux assez alléchants. Mais dans l'exécution, ils ont toujours péché. Et pourquoi ils ont péché? C'est à cause de dépassements budgétaires. Et ces dépassements, aujourd'hui, nous le constatons au niveau de la présidence. J'espère que dans le cadre d'une gestion parcimonieuse même des finances publiques, la présidence fera bon élève pour le budget 2022 qui est en cours. Et nous continuerons à insister sur la réduction du train de vie de l'État. C'est très important cette question de la réduction du train de vie de l'État. Et nous saluons d'ailleurs l'IDPES qui vient de nous rejoindre sur cette question. Et ceci démontre à suffisance que nous, l'envol, nos positions politiques, nous les gardons de manière constante. Nous ne sommes pas versatiles comme les autres qui prennent une position hier contre, ils prennent une position et aujourd'hui définissent ou encore encouragent ceux qu'ils ont, et ils sont contre ceux qu'ils ont soutenus hier. Donc, sur la question du budget, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de veiller non pas seulement sur la prévision, mais surtout dans l'exécution budgétaire et nous attendrons voir lors de la reddition de comptes. Merci Rodrigue Ramazani. Le dernier sujet, vous allez avoir chacun une minute d'émis. C'est donc le village moderne. Made in Kagame avec l'armée rwandaise, l'expertise de l'armée rwandaise qui viendrait pour les travaux. Pourquoi seulement maintenant 30 milliards, l'argent viendrait de... 3 millions. Hein? Millions de dollars. Vous parlez de 3 millions. 30 millions de... 30 millions de dollars qui viendraient de qui? Pourquoi seulement maintenant? Alors qu'au Rwanda, la misère bat à son plein dans l'arrière-pays. Alors, est-ce que Washington a tapé sous les doigts de Kagame avec les bêtises de M23 dernièrement et il cherche à se montrer un bon voisin? Quel est le mobile? On en parle. Une minute demi. Bon, dans le couloir, certains nous disent que non. Pourquoi vous ne voulez pas que cela soit fait par les gouvernements rwandais? Parce que ils se disent que c'est le gouvernement rwandais qui a prouvé à la face du monde les actes de bonne gouvernance et que le gouvernement congolais qui escroque les unités des victimes, les sinistrés, ne peut pas gérer les 30 millions parce que le même gouvernement qui vole avec RAM les unités des sinistrés, comment il peut gérer 30 millions? Mais aussi, moi je suis patriote, j'ai un diplôme de patriotisme. C'est que personne ne peut pas douter de moi. Aujourd'hui, pour voyager, on prend les Rwandais. Vous dites, nous ne voulons pas de cette aide de Rwanda, mais pour voyager, c'est avec les avions rwandais. Les autorités, 60% des autorités provinciales du Nord, et vous le savez Fabien, il faut le dire, ils habitent à Gisenyi, au Rwanda, au nom de la sécurité. Bon, donc vous voyez déjà qu'il y a un problème. Mais c'est tout là. Mais ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est difficile de comprendre un savant lorsque vous êtes ceinture jaune. Alors je dis ceci. Ok. Lorsqu'un ceinture noire parle, ceinture jaune a des difficultés. C'est le cas de Claudel. Mais je vais dire ceci. Cette notion doit être très bien explicitée. Le problème, c'est que nous avons l'actuel gouvernement a des secrets intimes avec le gouvernement rwandais. Il y a des accords qui sont signés et qui devraient être publiés selon les exigences même des litiers, mais ces accords restent secrets. Claudel. Je note un manque criant de courtoisie de mon voisin de gauche qui m'a traité d'un petit licencié et puis il raconte qu'il est ceinture noire, nous sommes ceinture jaune. Voilà, ce n'est pas grave. Nous allons rester courtois sur ce plateau. Alors ne dis pas de Méli-Mélo n'a rien à voir avec qualifier quelqu'un de petit licencié. La courtoisie et l'élégance sont tu ne peux pas me choses importantes. Tu n'as pas le niveau de l'enseignant. Tu n'as un petit diplôme de licence. Moi j'en ai Monsieur l'enseignant.
donc, pour Monsieur moi, l'enseignant. Et donc, pour moi, Oui. s'il faut donner le point de vue sur la question, Comment je une pense- officeuse je pense peut que évaluer pour moi, un gynécologue? C'est inadmissible. Monsieur l'enseignant, Non. soyez un voilà. modèle pour Donc, les, pour les moi, enseignants. je crois que j'ai déjà dit que par rapport à cette question, c'est que je pensais. Alors, pour la question du village que le Rwanda voudrait construire chez nous, pourquoi en ce moment il faut comprendre que dans la philosophie de la question déjà, avec les derniers développements, notamment du comportement du Rwanda, ça c'est mon point de vue personnel, ça ne met pas les Congolais dans les bonnes dispositions d'esprit d'accepter le don du Rwanda, quelle que soit la bonne volonté qui est derrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons une histoire triste qui continue encore à se perpétuer avec ce pays-là. Mais n'empêche que le gouvernement pourrait étudier la question avec beaucoup plus de prudence en tenant compte Merci. également de l'état d'esprit de la population pour voir quelle est la réponse appropriée à réserver à cette offre que notre voisin voudrait bien nous faire. Voilà. Madame Bakary, on dit que les 30 millions, c'est le don des étrangers, comme le pays est placé sous la perfusion financière internationale. Ça devait faire autre travail, mais parce que Washington est en train de taper sur les doigts de notre voisin, avec les incursions, les allers-retours des soi-disant rebelles, alors maintenant, ils se montrent un vrai voisin, très bien sur le plan de la coopération. Est-ce que vous avez la même lecture? Je n'ai pas la même lecture. Je n'ai pas la même lecture puisque je sais qu'il existe des ingénieurs militaires. Nous en avons en RDC. Nous avons des ingénieurs en génie militaire. Ce sont des ingénieurs en génie militaire. Nous en avons. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait absolument demander en fait à une main-d'œuvre étrangère de pouvoir venir faire ce que les Congolais peuvent faire. Au bout d'un moment, le peuple d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple d'abord, c'est aussi pouvoir mettre en exergue l'intelligence et les facultés de la population. Et votre population, vos militaires, qu'est-ce que vous en faites, ceux qui sont déjà formés quant à ça? Ça, c'est le premier point. Bon, après le deuxième point, échange d'expérience, etc. Nous sommes des voisins avec des relations vaille que vaille, on va dire ça comme ça, puisque quand même, nous ne sommes pas en bonne relation. Les populations ne sont pas en bonne relation, surtout les populations limitrophes du nord, du sud Kivu, etc. ne sont pas en bonne relation. Donc pourquoi faire semblant? Pourquoi ne pas aller dans l'amélioration proprement dite de ces relations et pas dans des actes qui pourraient faire de sorte à ce que les uns soient vus de bon œil ou de bonne guerre? Je ne trouve peut-être pas la gestion de ce conflit ou de cette difficulté de bonheur, vraiment. Merci Madame Bakary. Alors, Fumutoto, il faut prendre les 30 millions nous-mêmes, mettre de l'ouvrage, comment on dit, mettre de l'ouvrage avec les génies militaires congolais où il faut accepter qu'ils traversent pour venir... Mais vous avez posé la bonne question à laquelle les amis n'ont pas répondu. Laquelle? Pourquoi seulement ce moment? Pourquoi seulement Voilà la maintenant? question géniale. Ouais. Carlos, Nos antennes nous parlent que de Washington qui n'est pas d'accord avec Kigali. Tu sais que nous laisse dans le pays qui nous a trouvés avec des marches des monts de Rosie et 13 Kapangal, alors qu'on vient d'avoir des grandes marches, 0 mort. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on nous remette S'il vous plaît. dans les marches meurtrières et qu'on continue. Revenons au sujet. Oui. Vous voulez qu'on nous ramène dans le temps du président rwandais qui continuait à tuer les Congolais. Qu'à cause du nouveau leadership de Tshisekedi, les tueurs veulent aujourd'hui devenir ingénieurs de construction. Pourquoi ce moment? Et donc Tshisekedi est en train d'innover diplomatiquement. Pourquoi c'est maintenant? Parce que le leadership a changé. Pourquoi c'est maintenant? Et parce que la méthode de Tshisekedi, diplomatiquement, est puissante. Pourquoi ce moment? Parce que la coopération sud-sud est aussi nécessaire. Pourquoi ce moment? Parce que les Chinois aussi ont construit ici. Et si les Africains venaient construire. Merci. En quoi c'est un problème? Mais nous restons avec les regardants. Oui. Le roi ne peut pas s'évader de tous les travers causés au Congo. Voilà. Ramazani, dans le cadre des compensations, en fait, l'Ouganda nous doit 15 milliards, mais il y a des routes qui sont construites au niveau de Kassindi, peut-être dans le cadre de compensation. Mais est-ce qu'en ce moment, ici, ça ne nous donne pas, nous impose pas beaucoup de questions? M23, il y a eu une traversée rwandaise. Ils ont été humiliés, ils ont replié. Fameux M23, ils ont échoué. Est-ce que ce n'est pas juste un trompe-l'œil?
Pour moi, après analyse de ce qui s'est passé dernièrement avec les différents accords signés alors que l'Assemblée nationale n'en connaît pas le contenu, je crois que c'est le moment où les députés doivent nous démontrer assez de responsabilité pour que nous allons jusqu'à chercher à savoir quels sont les accords signés entre la RDC et l'Ouganda, quels sont les accords récemment signés entre la RDC et le Rwanda. Nous ne posons toujours pas ces questions alors que le problème soit là. Cet acte, cette décision ou encore ce projet du Rwanda vers la République démocratique du Congo, à mon sens, c'est une humiliation. C'est une humiliation et à la fin des comptes, je suis sidéré à imaginer ça, que la RDC aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur comment le Rwanda va venir intervenir à l'est du pays, là où ils ont commis des atrocités. Et aujourd'hui, une certaine politique, une prouesse diplomatique veut saluer des actes au moment où nous sommes encore en train d'essuyer nos larmes et nous n'avons pas encore cessé de pleurer nos compatriotes. Et le Rwanda n'a cessé de nier l'existence, n'a cessé de nier ou de reconnaître la validité du rapport mapping, mais aussi de génocide causé dans notre pays par leur armée. Et ici, on veut saluer une prouesse diplomatique, je ne sais comment. Pourquoi ce moment? Pourquoi ça arrive au moment où le Rwanda a osé faire incursion à l'est du pays? À quelques semaines, nous devons tous nous poser cette question. C'est de l'irresponsabilité. Voilà. Si cela osait de passer, démontrera à suffisance que l'État congolais n'a plus de personnalité. Parce qu'au niveau des États, il n'y a pas d'amitié. Même si vous vous tapotez le dos, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Merci. Pourquoi ce moment où le Rwanda est en train Merci. de Vous vous êtes déjà interrogé. nous ne pouvons pas l'acclamer, on ne peut même pas le justifier. Merci beaucoup. On sent Et que M. Fabien, sous on doit l'émotion. courir vite Ce au n'est pas, recensement c'est pas général. vous, c'est pas vous-même. Parce que si on fait le recensement à l'Est, on saura déjà identifier qui sont les Congolais et qui vont habiter dans les nouveaux villages. Merci beaucoup, Carlos Mupili. Vous savez que nous n'avons pas choisi nos voisins. Vous savez aussi que ce pays est au cœur de beaucoup d'enjeux. Rien n'est fatal. Rien n'est une fatalité. Alors, c'est aux dirigeants de gérer l'offre. Si elle est la bienvenue, il faut que les Congolais exécutent les travaux. Mais si on ne veut pas subir cette humiliation, comme Mme Bakary a dit, au lieu d'appliquer la politique de l'autruche, il faut qu'on se regarde en face, qu'on dise « Nous avons beaucoup souffert de ces relations tumultueuses. L'heure est venue pour que le voisin reste chez lui et s'occupe de ceux qui souffrent. » Je connais bien le Rwanda, beaucoup de gens souffrent. Gardez vos 30 millions. Nous, on en a assez ici déjà. D'ailleurs, bientôt, la forêt et les tourbières vont produire autant de milliards. Dans le cadre du cartel triangulaire pour décider du prix qu'on met du carbone. Merci d'être venu. Fumutoto, Rodrigue Ramazani, Carlos Mupili, Nadine Bakary et Claudel Chikamba. Joseph Kabila a aidé l'Haïti pendant que les Congolais souffrent. À très bientôt pour un autre numéro. Toi, tu es ingrat. Hein?